Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله في هذه القناة راح ندير لكم دي ريزومي بوغ لي étudiants en 4e année médecine وهاد لي ريزومي راهم ابارتير من لي كور تاعنا تاع لا فاكولتي. دونك ننصحكم تعتمدوا عليهم باسكو بور موا اعتمدت عليهم يجي دي بون نوت في لي زيكزامان parce qu'ils sont très suffisants et englobent toutes les informations nécessaires pour avoir des meilleures notes. وراح نديرو ان شاء الله لي 6 موديل تاعنا. راح نبداو بالموديل ايماتو gastro-neuro-infectio pneumo-picardio. Pour le module imato راهو très chargé mais les cours تاعو جايين سهلين بزاف. Donc راح نبداو بلو premier module ou le premier cours اللي هو l'anémie hémolytique et on va commencer. Pour le cours d'anémie hémolytique, donc le première chose qu'on va expliquer aujourd'hui, donc la forme et la structure du globule rouge. Donc la forme du globule rouge a une forme biconcave. Comme vous voyez ici, donc et la structure, la globule rouge contient une membrane, contient une hémoglobine et les enzymes. Pour les enzymes, donc l'intérêt des enzymes fournit l'énergie pour la globule rouge par deux voies. On a la voie la glycolyse anaérobie beaucoup plus par l'enzyme phosphatase kinase et la deuxième voie c'est la chaîne dipentose et beaucoup plus par la glycose et phosphate déshydrogénase. Ces deux voies pour le premier voie, la glycolyse anaérobie, pour assurer l'intégrité de la membrane, c'est-à-dire assurer l'équilibre ionique entre les deux parties de la membrane, c'est-à-dire assurer l'échange ionique, par exemple le potassium, le sodium, etc. Et la deuxième voie qui est la chaîne dipentose pour avoir une hémoglobine active, c'est-à-dire transforme le fer trivalent vers le fer divalent. Le fer divalent c'est la forme de fer active dans l'hémoglobine active. C'est ça. Pour la deuxième constituant du globule rouge, c'est l'hémoglobine. Hémoglobine. Hémoglobine, c'est-à-dire constituée de deux parties. Donc, M constitué d'une la protoporphine plus l'atome de fer et 4 molécules de globine identiques 2 à 2. Donc, N globine contient entre 142 jusqu'à 146 acides aminés et on a 3 types d'hémoglobine. L'hémoglobine AA, l'hémoglobine A2 et l'hémoglobine F. L'hémoglobine F, c'est-à-dire l'hémoglobine fœtale. Pour l'hémoglobine AA, représente d'environ 97% et contient 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Pour l'hémoglobine A2, représente d'environ 2%, donc contient 2 chaînes alpha et 2 chaînes delta. Et l'hémoglobine fœtale contient 2 chaînes alpha et 2 chaînes gamma et représente inférieur à 1%. Pour la membrane, a une caractéristique spécifique qui est la déformabilité lors du passage dans les petits vaisseaux qui mesurent d'environ 3 micromètres de diamètre. Donc maintenant, je vais passer à l'explication de deuxième partie. Donc l'hémolyse, c'est-à-dire la destruction du globule rouge qui a une durée de vie d'environ 120 jours. Donc l'hémolyse, on a deux types. On a l'hémolyse physiologique et l'hémolyse pathologique. Pour l'hémolyse physiologique, donc se fait au niveau intraticulaire avec un pourcentage d'environ 85% par la phagocytose et en 15% en intravasculaire par la fragmentation ou bien la lyse osmotique. واش معناها la lyse osmotique? La lyse osmotique, c'est-à-dire l'eau va entraîner par les pores des cellules en intracellulaire, puis la cellule va augmenter la taille تاعها, puis ils vont s'éclater. C'est ça le mécanisme de la destruction du globule rouge en intravasculaire. Pour la première zone, donc il y a un intraticulaire beaucoup plus suffit au niveau de la rate et en moins pourcentage au niveau du moelle et du foie, moelle osseux et du foie. Donc la globule rouge, elle va donner le fer qui va entaminer dans l'érythropoïèse, les globines va donner les acides aminés et le M par le M oxydase va donner la bilirubine. La bilirubine va transformer vers en urobilinogène et l'urobilinogène en 85% va donner la stercobilinogène. La stercobilinogène va donner la stercobiline qui va donner la couleur des selles.
et en 15% va réabsorber et va transformer vers le foie pour entaminer dans le cycle entérohépatique et vers le rein pour transformer vers en hémobiline qui est responsable de la couleur jaunâtre des urines. C'est ça, très facilement. Donc, cette partie, راح نشرحه très bien في les cours prochains, Inch'Allah. Donc, pour la partie, ou bien la zone intravasculaire, donc l'hémoglobine, en premier lieu, va fixer avec l'aptoglobine et donc, le complexe, elle va capter par le foie pour avoir le même mécanisme de la destruction des globules rouges. Donc, l'hémoglobine, la deuxième partie, c'est l'hémoglobine libre. Donc, avec l'hémoglobine libre, une partie maintenant va être captée avec le rein ou bien le foie pour avoir le même mécanisme. Et l'hémoglobine, une partie va être dégradée. Donc, dégradée en globine et le M. Globine, elle va dissocier, il va donner des dimères de chaîne alpha, de chaîne bêta qui vont par la suite éliminer par le rein et partiellement réabsorber. Et le M, elle va associer avec deux molécules, soit l'albumine ou bien l'hémopyxine. Cette complexe va capter aussi par le foie l'hémoglobine, par exemple, qui يوصلوا ويرجع البلازما. Donc, l'hémopyxine libérée dans le plasma et le M va dégrader par le même mécanisme que comme on voyait dans la zone intratissulaire. Maintenant, je vais expliquer l'hémolyse pathologique ou bien ce qu'on appelle l'anémie hémolytique. On a deux types, l'anémie hémolytique congénitale ou bien on dit constitutionnelle ou bien chronique. L'anomalie, elle est purement corpusculaire, c'est-à-dire l'anomalie touche l'une des constitutions du globule rouge, que ce soit l'enzyme ou bien anomalie de la membrane ou bien l'hémoglobine, ce qu'on appelle hémoglobinopathie. La deuxième type d'une anémie hémolytique, on a l'anémie hémolytique aiguë ou bien acquise. Pour la première type, donc, elle est purement corpusculaire. On va commencer par l'hémoglobinopathie. On a l'hémoglobinopathie quantitative et qualitative. Quantitative, c'est-à-dire touche la quantité. Donc, il y a une anomalie de la quantité, l'un des chaînes d'hémoglobine. Par exemple, si on a une déficit de la chaîne bêta, ce qu'on appelle une bêta-thalassémie, on va dire bêta-thalassémie. Ici, on a une déficit de la chaîne alpha, on va dire une alpha-thalassémie. On va détailler maintenant la bêta-thalassémie parce qu'elle est plus fréquente par rapport à l'alpha-thalassémie. Donc, on a ici quelques caractéristiques ou bien quelques caractères du bêta-thalassémie, parmi lesquels on mentionne le bêta-thalassémie se trouve dans le bassin méditerranéen, la transmission autosomale récessive, la chance d'atteinte représente 25% et elle est élevée à beaucoup plus avec le mariage consanguin. C'est ça. Pour les symptômes ou bien la clinique, comment on identifie le bêta-thalassémie cliniquement? Donc, on a le retard staturopondéral, on a le faciès mongoloïde et l'hyperplasie des os plats et on a le triade de l'hémolyse. Quels sont les triades de l'hémolyse? On a trois signes qui sont la splénomégalie, pâleur cutanéo-muqueuse plus l'ictère. C'est ça la clinique d'une bêta-thalassémie. Maintenant, comment on va poser le diagnostic d'une bêta-thalassémie? Donc, le diagnostic, on va le poser entre l'âge de 3 jusqu'à 18 mois. C'est ça. Par quoi? Par l'hémogramme qui englobe le frottis sanguin et le FNS. L'hémoglobine constitue du FNS et frottis sanguin. Dans le FNS, on va trouver une anémie sévère, microcytaire et hypochrome. Donc, ces détails, on va expliquer très bien le cours de l'hématimétrie. Donc, et on va trouver un taux élevé des réticulocytes. Et dans le frottis sanguin, donc, globules rouges pâles, annulocytes, poikilocytose, la cellule ciblée, c'est-à-dire plusieurs formes, la poikilocytose et l'érythroblastose.
Donc ces détails, ne t'inquiète pas, donc ces détails, on va l'expliquer très très bien la prochaine cours, Inch'Allah. Donc, pour confirmer le diagnostic, ce diagnostic, donc le frottis sanguin et le FNS, donc ce sont des diagnostics d'orientation, c'est-à-dire ils jouent seulement vers le diagnostic d'une bêta-thalassémie. Mais lorsque on veut confirmer le diagnostic, donc on va faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. D'accord. Donc, pour le bêta-thalassémie, donc, on a le bêta-thalassémie majeure ou bien ce qu'on appelle l'anémie collée. On a le bêta-thalassémie intermédiaire et on a le bêta-thalassémie mineure. Donc, le bêta-thalassémie majeure avec une représentation génétique B0, B0 ou bien B0, B+. Donc, le B0, le B+, donc on a une remarque qui est marquée à droite, donc en bas, avec une bêta qui représente une production normale. Le B0, il n'y a pas de production de chaîne bêta. Le B1 ou bien le B+, représente une production partielle. Donc, pour le anémie collée ou bien le bêta-thalassémie majeure, a les caractéristiques d'une aspect en brosse, disons dans la radio. Donc, lorsqu'on fait une radiographie, donc, on va voir une aspect en brosse. Donc, on va aspect en brosse. C'est ça. Donc, avec les complications d'une bêta-thalassémie majeure qui sont une infection répétée, l'hépatosplénomégalie, donc les infections cardiaques, l'insuffisance cardiaque plutôt, et l'hémochromocytose. C'est quoi l'hémochromocytose? L'hémochromocytose, c'est-à-dire la surcharge de fer, la surcharge en fer dans les organes. C'est ça. Et maintenant, je vais passer vers le traitement d'une bêta-thalassémie majeure qui est le plus fréquent presque. Donc, pour le traitement, ce qu'on appelle le traitement collé. Le traitement collé. Donc, on peut faire la transfusion du sang. Donc, jusqu'à l'hémoglobine arrive vers un taux supérieur à 10 grammes par décilitre. C'est ça. Donc, la deuxième traitement, donc, on va associer la transfusion, bien sûr, pas avec le chélateur de fer, c'est-à-dire l'éliminateur de fer, comme la Disphyrale et la Ferreprex. Pourquoi? Parce que le sang transfusé, donc, n'est pas être éliminé. Donc, n'est pas être éliminé par le rein. Donc, il faut éliminer donc par les médicaments. Parce que une fer n'est pas éliminée par le rein, donc il peut faire donc une X, une intoxication fleucor. Donc il faut l'éliminer par des médicaments, ce qu'on appelle les chélateurs de fer, comme la Disphyrale et Ferreprex. Donc le traitement du collet, on a le premier chose, on a la transfusion du sang jusqu'à un taux d'hémoglobine plus de 10 grammes par décilitre avec association chélateur de fer. On a aussi la possibilité du greffe des cellules souches. Les cellules souches, donc, on va expliquer bien sûr les cours prochaines. Et la troisième probabilité, donc, ou bien possibilité, donc, on a la splénectomie. La splénectomie, c'est-à-dire l'ablation de rate. Parce que la rate, c'est l'organe le responsable de l'hémolyse ou bien la destruction du globule rouge. C'est ça. Et pour l'hémoglobinopathie qualitative, on a ce qu'on appelle la drépanocytose. Donc, la drépanocytose, c'est une anomalie qui touche la chaîne bêta. Donc, on a une mutation qui est représentée par un remplacement du 6e acide aminé glutamine par le valine. Donc, ce qui va entraîner une transformation de la forme biconcave du globule rouge vers la forme drépanocyte, ce qu'on appelle la drépanocytose. C'est ça. Donc, pour les caractéristiques du drépanocytose, c'est une maladie autosomique récessive, touche beaucoup plus à la race noire. On a la drépanocytose homozygote et hétérozygote. C'est ça.
Pour la drépanocytose, on a la drépanocytose homozygote et hétérozygote, donc selon la représentation génétique. Pour la clinique, sera selon l'âge. Donc, entre 6 mois jusqu'à 5 ans, on a une crise vaso-occlusive qui est représentée par une splénomégalie, retard staturo-pondéral et aussi le syndrome Main-Pied. Aussi, on a les infections. Et entre l'âge de 5 ans jusqu'à 15 ans, on a aussi la crise vaso-occlusive et aussi la splénie fonctionnelle, c'est-à-dire l'hypoplasie de la rate, ce qui va entraîner la diminution de la fonction de la rate. Et à l'âge de 15 ans, on a des complications dégénératives, comme l'ischémie par exemple, ischémie de la rate. Biologiquement, le FNS, donc on va trouver une anémie normocytaire normochrome. Le frottis sanguin, on va trouver les drépanocytes. Au niveau du l'électrophorèse, on va trouver l'hémoglobine S, représente entre 80 jusqu'à 95%, et elle est une anémie très régénérative, c'est-à-dire la cause elle est périphérique, c'est-à-dire une destruction périphérique. La cause n'est pas une au niveau du mal synthèse, au niveau du mal osseux, c'est ça. On va expliquer bien sûr les cours prochains. Pour pour la drépanocytose hétérozygote, donc l'hémogramme elle est normale, que ce soit le FNS ou bien le frottis sanguin sont normaux. Donc il électrophorèse l'hémoglobine S représente entre 35 jusqu'à 45% et elle est asymptomatique cliniquement. Pour les facteurs qui favorisent la crise vaso-occlusive, on a l'hypoxie, la déshydratation et aussi le stress. Pour le traitement, si on a une crise bénigne, donc il y a seulement le repos au chaud et les antalgiques sont suffisants. Et pour la crise importante, il faut hospitalisation, donc il y a le repos, l'oxygénothérapie, les antalgiques, l'hyperhydratation, le traitement de la cause déclenchant, etc. Et pour prévenir les crises occlusives, euh, il faut changer la température, bonne hydratation, hygiène de vie, éviter la fatigue, oxacilline, vaccination, l'acide folique, etc. Et pour l'anomalie de la membrane, ce qu'on appelle la sphérocytose héréditaire ou bien la maladie de Minkowski-Schofield, donc c'est une anomalie quantitative ou bien qualitative qui touche l'une des protéines de la membrane. C'est une transmission autosomiale dominante qui représente qui touche il y a la chance d'atteinte représente 75%. Pour la clinique asymptomatique 20%, peut-être mineur 40%, intermédiaire 30% et majeur ou bien sévère représente seulement 10%. Pour le diagnostic, il y a à tout âge, il y a ما عندناش une âge spécial, pour poser le diagnostic, donc on peut poser le diagnostic à n'importe quel âge. Pour la clinique, on a la notion d'une splénectomie dans la famille et on a le risque d'une lithiase biliaire. Qui نشوفوا ces deux caractéristiques, on suspecte directement d'une maladie de Minkowski-Schofield. C'est ça. Pour biologiquement, l'hémogramme, on va trouver une anémie modérée, la VGM elle est normale, la CCMH elle est augmentée et les réticulocytes elle est augmentée. On va trouver aussi le test de combose direct elle est négative, la bilirubine élevée, l'LDH élevé et l'aptoglobine diminuée. Ces signes sont les signes biologiques d'une hémolyse. J'espère تكونوا فهمتوا و n'importe quelle حاجة ما فهمتوهاش j'espère تكتبوها لي في les commentaires et je vais répondre إن شاء الله. Et pour le traitement, plus de 50% des cas nécessitent une simple suivi clinique plus l'hémogramme. Par contre, pour les autres situations, nécessite un traitement symptomatique. Par exemple, si on a une hémolyse chronique sévère, nécessite l'entraînement d'une folate ou bien le vitamine B9. Si on a par exemple une crise aiguë, nécessite une transfusion. On a autre possibilité, par exemple la splénectomie. Si le patient présente une lithiase biliaire, nécessite une cholécystectomie, c'est-à-dire l'ablation de la vésicule biliaire.
D'accord. Maintenant, je vais passer à l'enzymopathie. Donc, l'enzymopathie, on a deux enzymes qui on a expliqué au début de la vidéo. Donc, on a deux enzymes essentielles qui sont le phosphatase kinase et la glycosylphosphate déshydrogénase. Par exemple, si on a la déficit de phosphatase kinase, donc la transmission elle est autosomique récessive, la sévérité, elle est variable et le traitement, c'est la splénectomie. Pour la déficit de glycosylphosphate déshydrogénase, la transmission liée à X, donc on a des facteurs déclenchants. Par exemple, le FEV, donc il y a flaviquatidien il y a des gens lorsqu'ils mangent le FEV, va entraîner une crise hémolytique aiguë. Comment ça se passe ce mécanisme-là? Donc, par exemple, le FEV, c'est le foule. Donc, le fève contient des produits oxydases, donc oxydants, des produits oxydants. Donc, ces produits oxydants vont entraîner un stress oxydatif. Donc, lorsqu'il n'y a pas une protection du corps, comme les enzymes glucosylphosphate déshydrogénase, donc le FOLHADA va entraîner un stress oxydatif qui va entraîner une crise hémolytique aiguë sur fond chronique. Et sur le plan clinique, va représenter par le pâleur, l'ictère et les urines sombres. Et au niveau du frottis sanguin, on va trouver les hématiés mordus, c'est-à-dire les hématiés c'est ça. Et une anémie régénérative. C'est ça. Pour le traitement, le vitamine B9, si on a une hémolyse chronique et la transfusion en cas d'anémie aiguë mal tolérée. Et pour l'anémie hémolytique acquise ou bien aiguë, c'est une anémie hémolytique extracorpusculaire, comme on a dit précédemment, sauf un seul cas qui est l'HPN. L'HPN, c'est l'abréviation d'une hémoglobinurée paroxystique nocturne, c'est-à-dire hémoglobinurée, c'est-à-dire l'hémoglobine au niveau des urines. L'HPN, c'est une anomalie corpusculaire. Comment? Donc, on a une mutation flagène appelée le PIGA. Le PIGA, c'est une gène au niveau des cellules souches hématopoïétiques. Cette gène est responsable ou bien code pour deux protéines qui sont le CD55 et le CD59. Ces deux protéines empêchent le système de complément d'attaquer le globule rouge. Lorsqu'on a une mutation de gène, donc il n'y a pas de synthèse d'issues de protéines, donc il n'y a pas de protection du globule rouge, donc on a l'attaquement du globule rouge par le système de complément, donc on a anémie hémolytique. Et sur le plan clinique, on a deux formes. 3 sur 4 des cas, on a la forme classique et le triade hémolytique qui sont la splénomégalie, l'ictère et le pâleur cutanéo-muqueuse. Et un quart des cas, donc la forme aplasie, c'est l'aplasie médulaire qu'on va le voir, le cours de l'aplasie médulaire. Pour l'anémie hémolytique acquise extracorpusculaire, on a immunologique qui est le plus fréquent et non immunologique. Non immunologique, soit la cause toxique, infectieuse, mécanique, etc. Pour la cause immunologique, se fait par des anticorps contre les antigènes qui sont représentés sur la surface du globule rouge. Donc, que ce soit par des allo-anticorps, c'est-à-dire lors d'un accident transfusionnel, ou bien auto-anticorps, ce qu'on appelle l'HAI, c'est-à-dire anémie hémolytique auto-immune, par des anticorps chauds ou bien les anticorps froids. Les anticorps chauds qui représentent 70% des cas. Les anticorps donc actifs dans une température 37 degrés, aussi beaucoup plus par les IgM, et pour les anticorps à froid qui représentent 30% des cas, actifs dans une température de 22 degrés et beaucoup plus par les IgM. C'est ça. Et
On a l'immunoallergique, par exemple, par le pénicilline, donc il y a par des médicaments, etc. On a la chayaï, donc anémie hémolytique auto-immune post-infectieuse, que ce soit aiguë ou bien, donc les caractéristiques elle a 5 caractéristiques. Le premier, c'est aigu, transitoire, par le bactérie, ce qu'on appelle la Mycoplasma pneumonia. Elle est plus fréquente chez les enfants. Il représente 1 sur 3 des HAI à anticorps froids. هنا نكون وصلنا لافان تاع هاد لا فيديو. جاسبر تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في لي بروشين فيديو ان شاء الله. et merci pour votre attention.